On l'appelle l'homme le plus riche d'Afrique. Mais avec cette raffinerie, Aliko Dangote n'a pas seulement construit une usine, il a bâti une forteresse contre le destin d'un continent. Pourquoi l'homme du ciment a-t-il décidé de risquer tout son empire sur le soufre et le brut? Certains disent que c'est un acte de patriotisme pur, d'autres y voient une manipulation invisible sur l'énergie de 200 millions d'âmes. Dans les coulisses du pouvoir, les murmures s'intensifient. La raffinerie est-elle le remède miracle à la dépendance énergétique du Nigeria ou le début d'un monopole dont personne ne pourra s'échapper? Le pétrole coule enfin, mais les questions demeurent. Entre les pressions des majeurs pétroliers internationaux et les secrets de fabrication bien gardés, l'aventure Dangote ressemble à une partie d'échecs où chaque mouvement peut faire basculer l'économie d'une nation entière. Comment la méga raffinerie de Dangote a mis fin à la dépendance historique du Nigeria envers les importations de carburant et comment le groupe Dangote navigue entre les impératifs de rentabilité financière face aux dettes colossales avec les attentes sociales d'une population qui espère une baisse immédiate des prix à la pompe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à exploser le bouton like pour m'encourager à continuer. Voici un paradoxe qui devait choquer tout le monde. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique. Chaque jour, des millions de barils remontent des profondeurs de son sol et de ses eaux. Depuis 1956, date de la découverte du premier gisement, ce pays nage littéralement dans l'or noir. Et pourtant, pendant des décennies, les Nigériens faisaient la queue pendant des heures pour acheter de l'essence, des heures dans un pays producteur de pétrole. Lorsque le Nigeria exportait son brut à l'étranger, le faisait raffiner en Europe ou en Asie, puis rachetait ses propres produits pétroliers à prix fort, en dollars, avant de les réimporter chez lui. C'est humiliant. Et pendant 50 ans, personne n'a vraiment résolu ce problème. Personne, jusqu'à ce que Dangote décide que c'est à lui de le faire. En 2013, il annonce son projet, une raffinerie de pétrole privée, construite de toutes pièces sur un terrain de 6200 acres, dans la zone franche de Lekki, en banlieue de Lagos. Une raffinerie capable de traiter 650 000 barils par jour, plus que la consommation totale du Nigeria, plus grande que n'importe quelle raffinerie en Europe. Le budget initial, 9 milliards de dollars. Les gens autour de lui sont sceptiques, les analystes sont prudents et les ennemis, parce qu'il y en a déjà, sourient dans le coin. Ils savent ce que Dangote ne mesure pas encore entièrement. Construire une raffinerie au Nigeria, ce n'est pas seulement un défi technique ou financier, c'est une déclaration de guerre. Les années passent et le projet grossit. Les coûts explosent, les délais s'allongent. La complexité du chantier dépasse tout ce qui avait été anticipé. Ce qui devait coûter 9 milliards finit par en coûter 23. Ce qui devait prendre 4 ou 5 ans en prend 11. 11 ans de chantier, 11 ans de certitude. 11 ans pendant lesquels Dangote engage année après année une part toujours plus grande de sa fortune personnelle dans ce gouffre de béton et d'acier au bord du golfe de Guinée. Il dira plus tard dans une interview à Forbes avec une franchise désarmante: c'était le plus grand risque de ma vie. Si ça ne marchait pas, j'étais mort. Pas j'aurais perdu de l'argent. Pas ça aurait été difficile. J'étais mort. L'homme qui possède des dizaines d'usines sur tout le continent, qui emploie plus de 30 000 personnes, qui figure depuis 13 ans en tête des milliardaires africains. Cet homme regarde la caméra et dit qu'il a joué sa survie financière sur un seul projet. Et ce n'est pas seulement l'argent qui menace le projet. En 2016, son nom apparaît dans les Panama Papers. Ces millions de documents confidentiels qui révèlent les montages offshore de milliers de personnalités à travers le monde. Dangote est lié à 4 sociétés extraterritoriales. Sa réputation prend un coup. Les questions fusent. Les critiques s'intensifient. Mais le chantier continue. En janvier 2024, 11 ans après le premier coup de pelleteuse, la raffinerie Dangote entre officiellement en production. Diesel d'abord, puis carburant aviation. Ensuite, septembre 2024, l'essence. Pour la première fois depuis des décennies, le Nigeria raffine son propre pétrole sur son propre sol. Les politiques applaudissent. Les journaux du monde entier en parlent. Sur les marchés financiers, la réaction est immédiate. La fortune du Dangote bondit de 13 milliards de dollars en 2024 à 23 milliards de dollars en 2025, selon Forbes. Bloomberg estime même sa richesse à plus de 30 milliards de dollars à la fin de l'année 2025, soit pratiquement le double en 12 mois. Pour la première fois depuis 2018, il réintègre le top 100 des personnes les plus riches du monde. Il est désormais l'homme le plus riche du continent africain et l'homme noir le plus riche de la planète, devant Michael Jordan, devant Oprah, devant Jay-Z. Il a gagné son pari, ou du moins, c'est ce que tout le monde croit. Parce que derrière les discours officiels et les chiffres spectaculaires, une bataille bien plus sombre est en train de se déchaîner. Une bataille que Dangote n'avait peut-être pas anticipée dans toute son intensité. Une bataille contre des intérêts si puissants, si enracinés, qu'il va les qualifier lui-même de quelque chose d'impensable, plus dangereux que la mafia de la drogue.
Pour comprendre ce qui se passe ensuite, il faut comprendre un système qui existe au Nigeria depuis 1956, depuis le jour où le premier gisement de pétrole a été découvert dans le delta du Niger. Un système qui a survécu aux coups d'État, aux présidents, aux crises économiques, aux réformes annoncées en grande pompe et jamais appliquées. Le système, c'est simple. Le Nigeria produit du pétrole brut. Le brut est exporté à l'étranger, il est raffiné en Europe, en Asie. Puis, les produits finis, l'essence, le diesel, le kérosène, sont réimportés au Nigeria et vendu à la population. Chaque étape de cette chaîne absurde, des intermédiaires prélèvent leurs commissions, des importateurs, des négociants, des fonctionnaires, des hommes dont toute la fortune repose sur le maintien de ce circuit inefficace et coûteux. Et la raffinerie de Dangote, c'est une menace existentielle pour eux. Si le Nigeria raffine son propre pétrole sur place, leur business model s'effondre, leurs marges disparaissent, leur pouvoir s'évapore. Alors, ils se battent. Les premières attaques sont économiques. Des sociétés pétrolières internationales présentes au Nigeria commencent, selon les accusations de l'équipe Dangote, à pratiquer des prix anormalement élevés pour vendre leurs produits à la raffinerie ou à prétendre tout simplement qu'il n'y a pas de pétrole disponible. Evakuma Edwin, vice-président de Dangote Industries, dénonce publiquement la manœuvre. Les compagnies internationales, dit-il, exigent soit une prime exorbitante, soit prétendent que le produit n'est pas disponible. Ce n'est pas de la maladresse, c'est de la stratégie. Puis, les attaques deviennent réglementaires. Le régulateur nigérien du secteur pétrolier accuse publiquement Dangote de vouloir créer un monopole. Il réclame le maintien des licences d'importation de carburant. Ces mêmes licences qui alimentent le circuit que la raffinerie est censée remplacer. Un responsable de l'agence de régulation ira jusqu'à comparer les exigences de Dangote, quelqu'un qui voudrait une Lamborghini au prix d'une Toyota. Dangote répond point par point. Il invite les parlementaires à visiter la raffinerie pour tester ses produits en direct. Il annule ses plans d'investissement dans l'industrie de l'acier en signe de protestation et il monte au créneau dans les médias internationaux avec une franchise qui tranche radicalement avec le langage policier des hommes d'affaires. À une conférence d'investisseurs aux Bahamas en juin 2024, il lâche cette déclaration qui va faire le tour du monde. Je le savais qu'il y aurait une bataille, mais je ne savais pas que la mafia du pétrole était plus forte que la mafia de la drogue. Dans la drogue, tu connais au moins tes adversaires. Dans le pétrole, ils opèrent dans l'ombre, en interne et en externe. Et je suis certain qu'ils ont des complices à l'intérieur même du système. Un homme seul face à un cartel invisible dans l'un des secteurs les plus corrompus de la planète. En janvier 2024, au moment même où la raffinerie démarre sa production, les enquêteurs de la Commission des délits économiques et financiers, l'UFCC, débarquent au siège du groupe Dangote à Lagos. Officiellement, ils enquêtent sur d'éventuels délits financiers liés à l'aide de l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, lui-même sous le coup d'une enquête pour corruption. Dangote nie toute irrégularité. Son groupe dénonce une visite conçue pour causer un embarras injustifié. Ce n'est pas un hasard de calendrier. Cette perquisition intervient quelques semaines à peine après l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu. Il n'entretient pas avec Dangote les mêmes relations que son prédécesseur Muhammadu Buhari, un allié de longue date du milliardaire. Le changement politique a visiblement rebattu les cartes. Et, comme si ça ne suffisait pas, en mars 2025, la raffinerie suspend brutalement ses ventes en Naira. Raison officielle, la Société nationale pétrolière nigériane, la NNPC, n'a pas livré suffisamment de brut en monnaie locale pour couvrir les obligations de la raffinerie en dollars. Les prix à la pompe repartent à la hausse. Les spéculateurs font des stocks. La panique s'installe sur le marché. Des semaines plus tard, Dangote résume l'état d'esprit dans lequel il se trouve avec une image saisissante, prononcée devant les parlementaires nigériens. Nous sommes au milieu de la mer. Si on arrête de nager, on coule. La seule option, c'est de continuer. Peu importe à quel point on est fatigué. C'est ça la réalité de Dangote en 2024 et 2025. Pas le triomphe que les discours d'inauguration laissent entrevoir, mais une guerre d'usure, longue, épuisante, contre des intérêts qui ont 50 ans d'avance sur lui, dans l'art de corrompre et d'entraver.